d'abord, pour que les choses soient claires vis-à-vis de ceux qui ne me connaissent pas, je suis énarque, je suis inspecteur des finances, mais j'ai quitté la fonction publique au bout de 4 ans et maintenant je dirige mes propres affaires. Prenez le micro. À peu près, ça va là? Je m'attends. Bon, ça marche, mais pardon, excusez-moi. Voilà, donc voilà. Alors, le sujet qu'on aborde ici avec Altaïr est un sujet qui est très important dans la période actuelle et évidemment parfaitement légitime. Parce que le mécontentement du peuple français, et pas seulement du peuple français d'ailleurs, le mécontentement des peuples de beaucoup de pays occidentaux vis-à-vis de leurs élites est un mécontentement profond qui se traduit du coup en termes politiques par des tentations, voire des mouvements qui peuvent s'avérer dangereux. Et donc, ce mécontentement, il est légitime parce qu'il est vrai que dans ces dernières décennies, les élites ont commis des erreurs qui ont été des erreurs majeures. Donc, il est parfaitement légitime de s'interroger. Alors, quand on parle des élites, il faut bien voir qu'il y a deux notions qui sont... Dans cette notion d'élite, il y a deux aspects un peu différents. La première chose, c'est que qui dit élite dit des gens qui ont été d'une certaine façon choisis ou sélectionnés. Donc, ça pose déjà la question de ce mode de sélection, ou de choix, ou de désignation, ou d'élection, comme vous voulez. Donc c'est ce premier aspect. Puis il y a un deuxième aspect qui est le rôle joué dans la société par les personnes dont je viens de parler. Et c'est un aspect un peu différent, parce qu'on peut parfaitement imaginer une société dans laquelle les élites soient en permanence contrôlées, qu'elles doivent rendre des comptes, etc. Et je pense que notamment Dominique Rousseau pourrait être très éclairant sur ce sujet. Donc c'est ces deux aspects qu'il faut bien avoir à l'esprit. Moi, donc c'est les questions qu'il faut qu'on aborde. Moi, le point sur lequel je peux un peu parler en y ayant réfléchi, c'est le premier, c'est-à-dire sur le mode de sélection, et notamment en France, de nos élites technocratiques, disons. Alors, sans vouloir aller chercher l'histoire trop lointaine et faire le pédant, j'aimerais simplement rappeler que ce qui a été structurant pour l'administration française depuis environ 2 siècles, qui a été créé pour l'essentiel par Napoléon, c'était un système de concours et de sélection basé sur des concours puis des écoles de formation pour ceux qui allaient devenir l'encadrement d'abord technique et militaire, puis ensuite avec la création de l'ENA 150 ans plus tard, l'encadrement général du pays. Donc c'est cette notion de concours, laquelle avait été héritée, copiée d'un système qui est un système chinois, qui alors lui date de quasiment 2 millénaires, et qui était ce que les Chinois appellent les examens impériaux. Alors les idées qui sont derrière, en fait, il y en a 3. Et c'est dans cette sélection, dans ces 3 idées qu'il faut avoir à l'esprit. La première idée, c'est que l'État, qui joue un rôle très important, aussi bien en France qu'en Chine, structurant, on peut aussi évidemment s'interroger là-dessus, mais c'est comme ça, doit avoir les meilleurs qui sont à son service. Donc il faut qu'il y ait une sélection, un concours. C'est la première idée. Il y en a 2 autres derrière. La deuxième idée qui est derrière, c'est que ça doit être organisé au niveau central. Pour la Chine, comme pour Napoléon, c'était une façon de recentraliser le pouvoir dans ses propres mains. Et puis la troisième idée plus subtile qui est derrière, c'est que en centralisant ainsi et en faisant un certain concours, on crée une sorte de corps qui partage les mêmes valeurs, qui a les mêmes référents culturels. Du temps des Tang, pour les Chinois, c'était les valeurs confucéennes qui ont été réintroduites comme ça. Nous, c'est toutes les valeurs républicaines. Donc c'est 3 aspects qui sont là. Alors il est parfaitement légitime de dire, même si ce système a fonctionné d'une certaine façon pendant 2 siècles, il faut se reposer la question, est-ce qu'il fonctionne encore bien correctement aujourd'hui? Est-ce que cette sélection, avec ces 3 aspects qu'on a dans la tête, est-ce que cette sélection, elle est raisonnable? Et je pense qu'effectivement, le système aujourd'hui, il doit être profondément amélioré. Mais ce sera la position que je défendrai un peu dans le débat, pas complètement abandonnée. Parce que je continue de penser que pour les fonctions administratives centrales, territoriales et hospitalières, il faut quand même avoir des éléments qui sont des éléments de qualité. Ne tombons pas dans la médiocratie en disant bah non, on arrête de sélectionner et puis tout le monde rentre sans concours. Donc moi, mon point de vue, ce sera il ne faut pas tout casser. Alors néanmoins, il y a beaucoup de choses à améliorer. Pourquoi? Alors d'abord sur l'expertise, c'est un sujet aussi que Madame Lepage voudra aborder tout à l'heure. On est obligé de constater qu'aujourd'hui, les formations qui sont reçues par exemple à l'ENA sont des formations qui sont insuffisantes au plan technique. Des grandes erreurs qui ont été commises au niveau européen, par exemple au moment de la création de la zone euro,
je pense qu'on peut les tracer en disant que c'est parce que les gens qui ont pris les décisions n'étaient pas des économistes. Et donc on a fait quelque chose que tous les grands économistes du monde entier ont immédiatement critiqué en faisant une zone qui n'est, comme on dit, pas optimale. Donc il y a un problème là, c'est-à-dire que ce mode de sélection qu'on a imaginé à un temps où finalement, quand on avait 20 ans, on pouvait avoir atteint le niveau maximum de la culture de son propre domaine dans un pays, je parle de ce qui se passait il y a 200 ans, maintenant n'est plus du tout vrai. Et donc on a un vrai problème d'expertise. Donc ça veut dire que ces écoles et la façon dont elles fonctionnent et l'exclusivité du recrutement qui est donnée pour certains corps de l'État à une seule école est quelque chose qui effectivement doit totalement être mis en cause pour cette raison d'expertise. Et puis ensuite, il y a le dernier aspect qui est dans la façon d'organiser la société et d'avancer dans la société. Est-il légitime de laisser encore autant de pouvoir à ceux ou celles qu'on appelle les élites? Mais ça, je ne vais pas avancer là-dessus parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et merci Jean-Jacques. Je me retourne maintenant vers Corinne Lepage. Donc oui, j'ai dit que tu étais ancienne ministre de l'Environnement, député européen, et surtout si tu pouvais nous dire, mais tout à l'heure, comment ça fonctionne, la primaire des Français. Et tu es aussi à l'intersection de plusieurs mouvements, citoyens, qui veulent que les choses changent et qui veulent s'organiser pour que les choses changent. Alors comment on innove, comment on imagine et comment surtout on met en place concrètement? Alors, d'abord bonjour à tous et à toutes. Peut-être un petit mot, si tu m'y autorises, dans le continuum de ce que vient de dire M. Augier. Pour moi, on est en face effectivement d'un système de conservation de la part des élites en place, qui est lié à 3 points. Alors je ne les développerai pas puisque tu m'as posé une autre question, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Non, tu es libre de répondre. Voilà. Ma question, tu peux y répondre à la fin. Le premier, c'est effectivement la création de ce que l'on peut appeler une noblesse d'État, qui vit indépendamment de la société. Le second, c'est la professionnalisation de la politique, qui à mon avis est une catastrophe. Faire de la politique ne devrait pas être un métier, c'est-à-dire qu'on devrait y consacrer un certain nombre d'années de sa vie et être capable d'avoir un métier dans la vie. C'est plus le cas aujourd'hui, je pense que c'est une catastrophe. Et puis le troisième point, c'est l'évolution de notre système démocratique vers ce qu'on appelle une post-démocratie, c'est-à-dire un système dans lequel la réalité du pouvoir appartient à d'autres. Et qui fait qu'il y a une apparence, et cette apparence de pouvoir, elle est gérée précisément par ces élites en place. Alors je pourrais développer longuement tout ça, mais disons que sur le troisième point, ce qui vient de se passer avec l'affaire Barroso est une parfaite illustration de ce que je veux dire. Alors maintenant, je vais essayer de répondre à la question que tu m'as posée. Nous avons décidé, il y a maintenant 7-8 mois, à plusieurs mouvements citoyens de sensibilités politiques différentes. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient de centre droit, comme nous citoyens, d'autres qui étaient beaucoup plus à gauche, comme Pacte civique, d'essayer de travailler ensemble. En se disant que, sur la manière dont la France devait être gouvernée, on avait à peu près les mêmes idées, on était tout à fait d'accord. Et que, en fait, nos divergences étaient plutôt d'ordre économique et social. Et qu'il fallait voir si on était en capacité de travailler ensemble, parce qu'il nous semblait que la gravité de la situation dans laquelle se trouvait notre pays méritait de faire cet effort, comme avaient été capables de le faire les gens du Conseil national de la résistance en 1945. Qu'ils avaient été capables de le faire, qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et donc nous avons commencé à travailler sur un programme, sur un socle commun, avant de se poser la question d'un candidat. Et nous avons défini une charte d'éligibilité, c'est-à-dire des conditions qui, selon nous, devaient être remplies par un candidat à la présidentielle, assez simple, hein, pas plus de 12 ans de mandat national ou de fonction nationale, pas de condamnation pénale, 5 ans dans une entreprise ou dans une vraie activité professionnelle, minimum, un attachement à la laïcité et pas de Frexit. C'est-à-dire, on peut être plus ou moins pro-européen, on peut vouloir la changer, mais pas de gens qui voulaient quitter l'Europe.
Voilà, ça c'était le socle pour la charte d'éligibilité. Ensuite, on travaille, et on va passer tout l'été là-dessus, sur un programme. Donc nous étions au départ 5 mouvements, nous sommes aujourd'hui 9. J'espère qu'il y en aura d'autres qui vont nous rejoindre en cours de route. Et c'est ces mouvements qui vont proposer au vote, à la rentrée, des candidats dont nous penserons qu'ils sont en capacité d'être président de la République. Parce que il y a bien entendu cette tentation qui consiste à dire « je, moi, n'importe qui, peut candidater à la présidence de la République ». Ce n'est pas notre point de vue. C'est en ça que nous considérons que oui, effectivement, il faut quand même des gens qui ont une compétence et une expérience. Là où nous sommes contestataires, je dirais que c'est sur l'expérience et la compétence de ceux qui ont été choisis pour diriger aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'on puisse se passer de la compétence et de l'expérience, surtout, je dirais, dans les difficultés actuelles. Donc ça ne peut pas être monsieur et madame Dupont qui dit bah, ce serait chouette, je vais être candidat à la présidentielle. Ouais, ça peut faire plaisir, mais c'est pas sérieux. Notre démarche est sérieuse. Parce qu'il nous semble précisément qu'il faut proposer autre chose aux Français. Voilà, donc nous sommes sur le fond, et le candidat qui sortira du système sera soutenu par tous les autres. Donc, dans cette espèce de base un peu d'union nationale, et sur la base du programme qui aura été établi par tout le monde. Voilà, c'est la démarche, qui est un peu originale, hein, je le conçois, que nous avons choisie, qui est donc à mi-chemin de plusieurs choses.